quand vous voyez ici Rocroi, Valmy, Bayard, Sedan, c'est quand même complètement fou, quoi. Hein. On a l'impression d'être au milieu. Vous pourriez vous raconter toute une histoire. Et j'ai pas l'impression que ce soit fait. Et ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Hein, parce que je suis venue avec des amis de Paris plusieurs fois et tout. Et tout le monde est étonné de cela. Hein, tout le monde dit, c'est vrai que ça peut se raconter quelque part. Hein. Ça, c'est un... Mais M. Boris Ravignon n'est pas là, mais il sait mon avis là-dessus. Hein. C'est vrai qu'il y a une véritable histoire de France qui se passe dans cette région-là. Et l'histoire de France, Dieu merci aussi, ce n'est pas que l'école. C'est aussi les sorties et c'est aussi autre chose. Mais c'est vrai que ça se remet dans un contexte. Alors je pense que j'ai essayé d'éclairer, et le débat va continuer, j'ai essayé d'éclairer un petit peu sur le long terme cette évolution de l'histoire qui doit prendre en compte toutes les facettes finalement hein, de l'histoire, et on en demande beaucoup finalement, je crois, aux professeurs d'histoire. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant, et c'est vrai que vous nous faites redécouvrir notre région et notre Et j'ai été presque trop longue, mais je me suis laissée emporter. Bien, mais on a encore le temps pour un débat, un échange avec la salle, donc on va essayer d'être... et puis Michel qui a des éléments à nous dire. Donc on va passer, vous avez eu des petits papiers pour les questions, on va essayer d'être le plus organisé possible, parce que le but c'est effectivement dans l'université populaire, c'est d'échanger, d'avoir ce moment vraiment d'interaction et d'échange avec la salle. Des questions? Est-ce que vous pouvez nous reprendre, nous rappeler la procédure actuelle d'élaboration des programmes? Vous parliez des inspecteurs généraux tout à l'heure. Oui. Alors, en principe, en fait, il y a une commission d'historiens hein, qui se réunit, mais ces inspecteurs, ils sont nommés par l'État. Donc, on nous dit qu'ils sont complètement indépendants, mais comme ils sont nommés par l'État, on peut se poser des questions. Avec un cahier des charges, en fait, et c'est eux qui organisent, c'est Michel Dussault actuellement, c'est eux qui organisent les choix véritablement des programmes, si on doit insister plus sur tel sujet que sur tel sujet. Donc ce n'est pas l'État. Là, ce n'est pas la République, si vous voulez. C'est véritablement les inspecteurs généraux qui se réunissent, il y a un inspecteur par matière, et qui décide de l'importance qu'on doit donner aux choses. Est-ce qu'ils ont des directives? Certainement. Mais eux, ils se disent complètement indépendants. Et ils disent qu'ils tiennent compte finalement, eh bien, à la fois de la recherche, et deuxièmement, ils disent qu'ils tiennent compte aussi beaucoup de la population des enfants. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a cherché, enfin, d'après ce que j'avais discuté avec Vincent Duclerc, on a beaucoup cherché à ce que les enfants d'immigration récente puissent s'intégrer plus facilement en France en ayant l'histoire de leur pays, en montrant comment l'histoire de leur pays s'insère. Par exemple, ce qui n'est pas idiot, hein, montrer que la médecine arabe était plus en avance que la médecine française au Moyen-Âge, peut donner de la fierté aux enfants qui ont des difficultés à s'intégrer dans la société française. C'est ça que j'ai retenu, moi, comme le musée des Arts Premiers avait été fait dans ce but-là, sauf qu'au musée des Arts Premiers, il est situé dans le 16e et il y a plus d'enfants de bourgeois que d'enfants de classe populaire. Autre question? À travers tout ce que vous avez dit sur le contenu des manuels, comment puis-je être rassuré sur ce que je lis actuellement, s'agissant de documents d'historiens, sur l'objectivité de leur contenu? Si c'est une science,
Les historiens rappellent souvent que c'est une science humaine, certes, mais une science. Et certains se prévalent du titre d'historien comme étant un label de qualité. Alors, à travers ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors, moi je vous dis déjà qu'il n'y a pas d'histoire objective. Déjà, c'est la première chose. La première chose que je dis à mes étudiants en arrivant, qu'il y a toujours une réécriture de l'histoire, et que à l'heure actuelle, c'est un des grands débats. Hein, le grand débat actuellement, c'est entre roman et histoire. Vous voyez, donc, et que finalement, on s'appuie sur des documents, certes, mais nous-mêmes, on réécrit l'histoire, et particulièrement les choix des sujets sont toujours en fonction des époques. Non, il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas d'histoire-science comme c'est pas. Voilà. Donc forcément, de ce fait, sur les manuels, il faut aller au CDDP, je crois, hein, pour voir l'ensemble des manuels. Quand j'étais enseignante dans le secondaire, on avait une après-midi où on regardait les manuels, on décidait de choisir. Et ça ne se fait pas forcément sur la pédagogie, ça se fait sur des tas d'autres choses. Et c'est vrai que non, il n'y a pas d'objectivité au sens... Le choix de cette image-là, elle n'est pas objective. Donc il n'y a pas... Non, ce n'est pas une science exacte, si je puis dire. On tend vers quelque chose le plus réel possible, mais on sait qu'on ne dit pas la réalité, qu'on la fausse, bien sûr qu'on le sait. Voilà, donc vous ne pouvez pas être rassuré du tout. Oui. Vous dites qu'il y a un débat en ce moment entre roman et histoire. Oui. Et vous, avec votre expérience, est-ce que vous pensez qu'on peut réconcilier les deux? Parce qu'on est... Moi, j'ai écrit un roman historique. Et j'ai écrit 2 romans historiques pour enfants. Donc, justement, et j'ai écrit un article dans Le Débat de Pierre Nora, justement, dans l'article, dans la revue Le Débat, sur la réconciliation du roman et de l'histoire. Oui, je crois qu'on peut réconcilier les deux. Je crois que l'histoire est une écriture, et je pense que si on veut faire passer un certain nombre de choses, on peut s'appuyer sur des archives réelles, hein, c'est ce que j'avais fait, mais mettre en scène aussi une époque. Hein, c'est au fond ce que fait Stéphane Bern. Hein. Donc moi j'ai écrit sur la favorite de Louis XIV qui s'appelle Mademoiselle de Fontanges. J'ai écrit un roman historique chez Gallimard sur Mademoiselle de Fontanges, qui s'appelle Montou, mon roi. C'est déjà tout un programme. Le titre même, qui est le titre aussi d'une chanson à la mode de l'époque. Et oui, je pense que j'ai rien inventé, mais c'est vrai que j'ai organisé. Et on a actuellement des historiens qui vraiment actuellement vont de plus en plus vers Jablonka. Hein, en est un exemple, vont vers le roman. Est-ce qu'on n'assisterait pas à ça dans les manuels d'histoire? Bonne question. Bonne question. Parce que je pense que une des grandes idées de l'enseignement secondaire, hein, c'est que l'histoire ne n'est pas un divertissement, mais qu'il doit former le jugement, et le jugement critique. Et donc, le roman ne forme pas le jugement critique, il s'adresse aux émotions, et donc, quand vous lisez un roman, même si c'est le roman de Mademoiselle de Fontanges à la cour de Louis XIV, vous prenez forcément part à son malheur ou à sa disgrâce, etc. Donc, si vous voulez former le jugement des enfants, il faut plutôt leur montrer des documents contraires pour qu'ils puissent voir des différences, des ressemblances, voilà. Donc, je pense que c'est pour ça. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre le métier d'enseignant et le métier d'historien? Énorme. Complètement. Le métier d'enseignant, j'ai été les deux. Le métier d'enseignant, c'est un métier de passeur. C'est un métier de communicant, à mon avis. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il lit un certain nombre d'ouvrages. Il a travaillé lui aussi pour faire ses études. Mais en principe, moi j'ai fait mon mémoire, mon master sur la famille de Fontanges au XVIe siècle, qui était la famille de ma mère. C'est pas ce dont j'ai parlé en priorité, et ensuite sur la sexualité et les bordels, c'est parce que je parlais à mes étudiants, ou même à mes élèves du secondaire. Donc, on a vraiment une dichotomie. Donc, on lit beaucoup de livres, on fait une synthèse, et on essaie de travailler sur la pédagogie. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, le travail de l'enseignant, pour moi tout au moins,
c'est un travail avant tout de rendre les choses faciles à comprendre, de comprendre les mécanismes de certaines choses, la complexité des faits, le pourquoi, etc. Mais on essaie de varier les supports, de faire des montages, d'étudier des films, etc., de discuter. L'historien, il est plongé dans ses archives et c'est lui qui fait l'histoire. Donc lui, il écrit l'histoire. Il prend une responsabilité d'écrire l'histoire. Donc c'est deux métiers complètement différents. L'un est un passeur, un communicant. L'autre est au contraire quelqu'un de retiré, un chercheur dans sa bulle, qui va forcément écrire des livres pour les passeurs, si je puis dire. C'est ça, là. Et les enseignants-chercheurs. Voilà, oui, mais alors, c'est un vaste débat. Oui. C'est un vaste débat, mais la part de l'enseignant-chercheur, justement, hein, quelle est la part de l'enseignement et de la recherche? Alors, si peut-être à une époque, dans les années 70, les enseignants parlaient de leur recherche, maintenant, j'ai repéré par exemple que si vous parliez de vos recherches à des étudiants de première année, ils se moquent de vous, ils se poussent du coude, ils disent mais qu'est-ce qu'elle a à nous parler de ce qu'elle fait, hein? Alors que moi, quand Pierre Goubert me racontait ses recherches, on était complètement passionnés. Donc vous voyez, l'esprit a changé aussi, hein? En fait, à l'heure actuelle, enfin, moi ce que je vois de mes collègues plus jeunes, on fait de l'enseignement à tout crin, hein, trois quarts de notre temps est pris par l'enseignement ou l'administration, hein, et puis on s'en extrait par des demandes où on prend des années sabbatiques pour faire de la recherche. Tous les 4-5 ans, mes collègues demandent une année qu'on appelle une année CNRS, et là, ils ne viennent plus travailler en cours et ils font de la recherche. Ou alors, comme j'ai un de mes collègues, il concentre tous ses cours sur un semestre, c'est-à-dire de septembre à janvier, et à partir de janvier, il ne vient plus travailler à la fac. Il travaille sur sa recherche. Oui. J'ai dit enseignant-chercheur, pour reprendre votre idée d'enseignant-passeur, pour dire enseignant-chercheur, ben, il y a l'enseignant-passeur, mais dès l'instant où il est chercheur, sans doute que dans sa façon de fonctionner, bien sûr, il va influencer bien sûr, sa pédagogie, on va dire. Oui, tout à fait. Et puis c'est sa vision d'être, sa vision de faire, etc. Bien sûr. Il fait passer, pas seulement les connaissances, mais il fait passer tout, y compris ses émotions, les époques, son jugement, son esprit critique. Oui, tout à fait. Mais nous subissons, il me semble, encore une censure. Il y a eu un débat il n'y a pas longtemps sur une réédition de Mein Kampf en Allemagne, ou je ne sais pas quoi. Bon, moi je suis en panne pour lire et ce ne serait pas ma priorité si je pouvais lire, mais j'aimerais me faire mon opinion à moi. Or, semble-t-il, non, c'est tabou, c'est interdit. Non. Je ne suis pas de ce bord-là, je vous rassure, non. Mais vouloir me faire mon opinion à moi n'est pas possible. En France, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de censure. Hein. Non, il y a un feuillet qui a été rajouté. Je ne sais pas. Oui, si, parce que c'est la version intégrale qui avait été censurée, si on peut dire. Mais on a ajouté un feuillet. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de censure en France. La seule censure que je connais, vous voyez, moi, j'en connais une, effectivement, c'est le manuscrit de Condorcet sur les jésuites. Parce qu'il a été élevé chez les jésuites et il a subi des attouchements dont il a parlé. Et cette censure, ce manuscrit est à la BNF et n'a jamais été publié. Voilà la seule censure que je connais. Alors Condorcet est aussi, comme pour le nouveau tirage, de Rippemont dans le 02. Oui, je voulais reprendre sur historien et chercheur, parce que ça dépend à quel niveau on se place. Parce que si on prend dans le département des Ardennes, il y a énormément d'enseignants de différents niveaux et comme il y a une revue qui s'appelle Terre Ardennaise, donc il y a beaucoup de publications sur des histoires locales, etc. Sur l'histoire du mouvement ouvrier, sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, je parlais de l'enseignant. Oui. Si on se place au niveau de Brodel et tout ça, là, non, mais on peut toujours faire de la recherche pour soi, même. Tout le monde est chercheur. Enfin, je veux dire, moi j'ai fait de la recherche, j'ai commencé en 3e. Alors, vous voyez. Donc on peut toujours faire de la recherche pour soi ou pour d'autres, etc. Mais on me posait la question sur l'enseignant. L'enseignant est avant tout un passeur. Ah ben c'est pas la même chose.
Puisque je tiens le micro, je voulais revenir sur des histoires de pédagogie parce que j'ai quand même eu la chance de voir l'évolution de la pédagogie, parce que moi j'étais en primaire dans la 4e République, et ça ressemblait étrangement à la 3e, avec déjà quelque chose de plus moderne, parce qu'on avait les fameuses images, les grandes images. Alors il y avait Jeanne d'Arc, mais là c'était au Sacre de Reims, il y avait Louis XI, et je ne sais plus quoi, le château de Plessis-les-Tours, et puis les prisons, les prisons à Cléry. Les fillettes. C'est là où j'ai décidé d'être historienne. C'est à Cléry, où on voyait à l'époque, on pouvait visiter les prisons, et j'ai dit, je devais avoir 8 ans, et j'ai dit à mes parents, je serai historienne. Et comme j'avais des je trouvais ça extraordinaire. des instituteurs jeunes, alors il n'y avait pas la télévision, hein. Donc la guerre de 100 ans, c'était à peu près l'équivalent des matchs de foot à Sedan, parce que d'ailleurs on avait les images des footballeurs dans le casier en dessous, hein, mais donc là, quand c'était Crécy, à Saint-Cour, encore. Et puis alors quand Jeanne d'Arc délivrait Orléans, etc. Ouais. C'était un mélange entre la 3e République. Et là, vous prenez le thème des héros. Et tout à l'heure, je vous disais que je vous donnerais mes états d'âme. Quand j'ai commencé à enseigner, j'étais encore toute naïve et toute jeune, j'aurais aimé à un moment, j'ai fait des cours sur les mendiants. Donc, les élèves étaient fascinés, hein. Les mendiants au XVIIe siècle. Mais aujourd'hui, encore, je me pose des questions sur le fait que, est-ce que, en fait, c'est quand même pas le rôle, est-ce que c'est le rôle de l'enseignant de montrer à des enfants les mendiants, etc., et de ne pas leur donner aussi de héros, ou d'héroïnes, hein, d'héroïnes pour nous, auxquelles on pourrait aussi s'accrocher quelque part. Parce que finalement, si on montre que des gens du petit peuple, c'est peut-être bien aussi de temps en temps de montrer un Bayard. Ça aide pour la mémoire aussi, pour la mémorisation, pour le mémoriel. Hein. Oui. Donc, je me suis posé des questions de conscience, mais de toute façon, maintenant, c'est fait. Hein, alors... D'autres questions, monsieur? Oui, je reviens à cette notion de censure. Un petit exemple, on sait aux États-Unis qu'il y a des créationnistes qui nous soutiennent que Dieu a créé la Terre il y a environ 6000 ans, quelque chose comme ça, que l'homme a contrôlé les dinosaures. Bon. On les laisse se couvrir de ridicule, on peut étudier leurs arguments pour pouvoir contre-argumenter. Chez nous, le négationnisme est censuré. Cette histoire, on en a beaucoup parlé dans mon enfance, du passé de la guerre, etc. J'ai envie de me faire mon opinion à moi. Les éléments que j'ai, oui, la Shoah a existé, oui, les chambres à gazon existaient. Pourquoi ne laisse-t-on pas les négationnistes se couvrir de ridicule, et pourquoi ne vient-on pas réargumenter dessus? On alimente. C'est difficile comme réponse parce que. On alimente une théorie du complot chez ces gens. C'est difficile parce qu'on s'adresse quand même à des enfants, on ne s'adresse pas à des adultes. Hein. On sait les difficultés aujourd'hui de nos collègues dans certaines classes quand même, hein, pour faire court, sur la religion par exemple. C'est pas en 6e qu'il faut en parler, oui. Donc c'est difficile de se faire une opinion. Ce qui est sûr, c'est que le problème que soulève Marine Le Pen, elle a ses raisons, hein. Même sur la recherche. Il s'est ouvert il n'y a pas très longtemps toutes les archives de la Seconde Guerre mondiale. Moi j'ai une étudiante qui travaillait sur les femmes collaborationnistes à Clermont-Ferrand. Juste au moment où les archives se sont ouvertes. Et je me rappelle que les gens l'accrochaient dans la rue pour lui demander « Est-ce que tu as trouvé des choses ?» Parce qu'il y a toutes les lettres de délation, il y a tout cela. Et ma mère, qui elle a vécu cette époque, et qui n'était pas à Clermont mais tout près, et qui me disait « Moi je trouve que c'est trop tôt quand même. Pour ouvrir les archives, c'est trop tôt. Hein. C'est quand même quelque chose ça aussi. Hein.
quand est-ce que commence l'époque où il faut ouvrir? Il y a quand même encore des plaies. L'histoire n'est pas là pour ouvrir les plaies béantes et pour montrer du doigt des gens. Elle est aussi là pour... voilà, donc c'est vraiment le rôle de l'histoire. Doit-on tout dire? Doit-on effectivement... bon.